Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'été s'annonce et nos vies ont progressivement retrouvé une apparence de normalité. Ce 13e débat confiné sera dès lors le dernier. Nous profiterons de l'été pour réaliser une première synthèse de tous nos débats, des différents groupes de réflexion et des propositions que vous avez déposées sur notre plateforme www.ilferabeaudemain.team. Il vous reste encore une semaine pour ajouter des propositions ou réagir à celles des autres. N'hésitez donc pas à nous donner votre avis afin que nous puissions le prendre en compte. Mais notre processus participatif est loin d'être terminé. Il ne fait même que commencer. À la rentrée, nous espérons que nous pourrons organiser à nouveau des débats en présentiel partout en Wallonie et à Bruxelles. Ce sera l'occasion de discuter de la synthèse que nous aurons rédigée cet été, d'amender, de corriger, de compléter ou de soutenir les propositions contenues dans cette synthèse. Nous organiserons également des assemblées mixtes entre des citoyens et des élus sur des questions qui font débat parmi les participants. Et enfin, nous irons à la rencontre des citoyens en lançant l'opération Parlons en vrai. Nous voulons pouvoir écouter chacun d'entre vous, inviter à renouer le lien entre les personnes, à retrouver la convivialité des échanges, comprendre comment vous avez vécu cette étrange période, si cela a changé des choses dans votre vie, de quoi vous avez besoin pour vous en sortir, à quoi vous aspirez pour vivre mieux demain. Alors, comme notre processus est participatif, si certains d'entre vous ont envie d'organiser des débats à la rentrée ou de partir à la rencontre des autres citoyens, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Le processus est ouvert à tous et l'énergie de chacun est la bienvenue. D'ici là, d'ailleurs, des discussions auront encore lieu à l'initiative de personnes volontaires qui ont envie de contribuer au débat et à l'échange d'idées. Nous aurons encore d'autres rendez-vous online, mais nous aurons aussi, début juillet, un autre processus. Nous allons lancer le challenge de l'été, un challenge pour changer, dont le principe est extrêmement simple, que toutes les personnes qui le souhaitent puissent faire une courte vidéo d'1 ou 2 minutes dans laquelle vous faites une proposition qui vous paraît essentielle pour repenser la société. Vous postez cette vidéo sur les réseaux sociaux avec le hashtag Un challenge pour changer et vous nominez 3 personnes pour les inviter à faire de même et lancer ainsi une chaîne permettant de diffuser les idées et d'ouvrir les débats. Alors, si vous avez envie de relever le défi, si vous avez envie de faire des propositions et de nourrir les échanges, n'hésitez pas à écrire à Séverine@ilferabeaudemain.team. Et nous vous donnerons plus d'indications et nous vous aiderons dans la réalisation de votre vidéo. Soyez aussi attentifs, la semaine prochaine, nous lancerons les premières vidéos sur notre page Facebook et nous expliquerons plus en détail comment faire vivre ce challenge. Mais avant tout cela, place à notre dernier débat confiné. Rappelez-vous, tout au début du confinement, Emmanuel Macron annonçait solennellement que le jour d'après ne pourrait pas être un retour au jour d'avant. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'une crise comme celle que nous venons de connaître peut conduire à un changement de société? Doit-elle conduire à un changement de société? Et à quelles conditions est-ce possible? Peut-on tirer des leçons d'autres crises? Faut-il mettre à profit la relance actuelle pour anticiper des réponses à d'autres problèmes, comme le réchauffement climatique ou le vieillissement de la population, par exemple? Alors, on en parle aujourd'hui avec 4 invités. Ariane Esten, d'abord, qui est présidente du MOC. Bonjour Ariane. Bonjour. Avec Stanislas Vanoissenov, qui est initiateur du réseau de dirigeants Transmutation. Bonjour Stanislas. Oui, bonjour Laurent, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Nous en parlons également avec Geoffroy Peyers, qui est sociologue à l'UCL et spécialiste des mouvements sociaux. Bonjour Geoffroy. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Voilà. Et enfin, avec Benjamin Biard, qui est politologue au CRISP et fin analyste de la société belge. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et comme chaque semaine, vous pouvez commenter et poser vos questions sur notre page Facebook. Pour ce dernier débat, c'est un nouveau visage qui vous lit, celui de Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce débat. Et donc moi, je suis là pour lire vos questions tout en bas ici de la page Facebook. N'hésitez pas, allez-y, postez vos questions. Comme ça, je pourrai les poser à nos orateurs. Bon débat à tous. Merci beaucoup Sarah. Eh bien donc, je propose de commencer sans plus attendre en demandant finalement à chacun d'entre vous si vous pensez que le jour d'après sera un retour au jour d'avant, ce que vous en pensez ou peut-être ce que vous espérez. Peut-être Ariane, veux-tu bien être la première à ouvrir ce panel? Oui. Vous m'entendez bien, ça marche? Oui. Moi, je pense que c'est trop tôt pour le dire et que ça dépend, j'ai envie de répondre. Mais en tout cas, ce qui est sûr pour commencer le débat, c'est qu'il y a une opportunité qui s'ouvre là, puisque finalement, depuis Thatcher, depuis Reagan, on nous disait il n'y a pas d'alternative.
there is no alternative Tina. On doit aller vers l'austérité, plus de libéralisme, moins de services publics, moins de droits pour les travailleurs. Et aujourd'hui, je pense que le premier bénéfice de cette crise, c'est d'ouvrir les possibles et de dire, ben si, en fait, il y a une série de choses qui semblaient pas possibles avant la crise et tout d'un coup qui le sont devenues très vite. Que ce soit ouvrir les mannes de la bourse, on a entendu beaucoup cette expression-là, que ce soit réquisitionner des entreprises pour de la production urgente, que ce soit interdire ou mettre des moratoires sur des expulsions, sur des aspects de logement. Il y a toute une série de mesures dont on pensait avant qu'on ne pourrait jamais les prendre et surtout pas si rapidement, si facilement, et qui ont été possibles de prendre. Et donc, je dirais que la première conclusion de ce moment-ci, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire pour l'avenir, mais qu'on sait en tout cas que toute une série de choses sont possibles, sont potentiellement accessibles comme changement de société. Et ça, pour moi, c'est vraiment, ça permet un changement de paradigme depuis Reagan et Thatcher. Ok, mais donc on ne sait pas encore, mais il faut l'espérer. Et on va alors essayer d'identifier à quelles conditions et quels sont les leviers qui seraient possibles d'activer pour, selon toi, permettre ce changement de paradigme. Oui, donc tout à fait. Je pense que la question qui serait intéressante de débattre ensuite, c'est la question du comment. D'accord, exactement. C'est vraiment celle qui va nous intéresser. Stanislas, de ton côté, c'est le réseau transmutation. Peut-être peux-tu expliquer d'ailleurs rapidement en quoi il consiste, mais il se base sur une conviction qu'il y a des mutations justement à faire. Alors, transmutation, c'était un rêve d'il y a 10 ans, de se dire que le monde est en mutation et qu'il fallait réfléchir ensemble avec les dirigeants francophones, parce qu'il n'y avait pas de lieu de réflexion à ce niveau-là, des dirigeants aussi bien privés que publics. Et depuis 10 ans, on se réunit à la fin de l'été, environ 200-250 dirigeants sur des sujets sociétaux. Il y a aussi bien des gens de l'entreprise privée que des représentants des universités, que des représentants de la société publique. Et donc, ça a d'abord créé beaucoup de liens. Et puis l'année dernière, pour vous dire un petit peu le cheminement, puisque c'est un processus qui est un cheminement, on a une réflexion qui était sur mutation ou effondrement. Et donc, on a, avec les orateurs qui ont été invités l'année dernière, pris conscience d'un certain nombre d'enjeux et de défis. Et finalement, que c'est tout de suite qu'il faut bouger. Et donc, cette crise est une opportunité pour bouger tout de suite. Mais j'avais envie de souligner qu'est-ce qu'on a appris pendant cette crise. Et moi, je crois qu'on a appris quand même un certain nombre de choses qui étaient sans doute des choses naturelles, mais qu'on a repris conscience. Et c'est sans doute ça qui va nous aider à faire en sorte que le jour d'après soit différent du jour d'avant. Première chose qu'on a pris conscience et qui me semble importante, c'est l'importance du lien. On l'a vu avec les écoles, le fait que les enfants étaient coupés du réseau d'amis, du réseau d'enseignement, du réseau éducatif, mais c'était quelque chose d'extrêmement difficile, même si les écoles ont été agiles pour essayer de remplacer cela. On l'a vu aussi avec la maison de repos, le fait que les personnes âgées étaient complètement isolées, enfermées, sans doute pour leur bien et pour leur protection, moi ça a quand même créé énormément de problèmes. Et puis, le fait de tous ces besoins qu'on a eu de contact, tant au niveau familial qu'au niveau amical, a souligné l'importance du lien. Deuxième chose que je trouve qui était importante pendant ce confinement, c'est qu'on a pris conscience aussi du fait qu'on a ralenti de l'existence de la nature, du fait qu'il y avait moins de bruit, du fait qu'il y a eu un certain effet de ralentissement en termes de pollution. Je donne un exemple. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'aller en France et je suis rentré. Et pour la première fois, certainement depuis 10 ans, je me suis rendu compte que mon pare-brise, il était rempli d'insectes. Qu'est-ce qui s'est passé quelque chose? Mais en tout cas, c'était étonnant. Troisième chose qu'on a. Ne fais pas tout le débat tout de suite. Hein. Non, mais je pense qu'avant d'aller sur le jour d'après, voilà, je vais être très rapide. Hein. Oui. Notre fragilité, on s'est rendu compte que finalement, on n'était pas des surhommes, que la mort, c'est quelque chose qui est proche au jour le jour. On a vu ce qui s'est passé avec l'encombrement des hôpitaux en Italie. Donc, ça nous a créé un choc. Et ça nous a aussi montré que finalement, tout n'est pas sous contrôle. Et même avec la meilleure science et les meilleurs développements et les meilleurs experts, on est quand même encore dans un système dans lequel on a ses limites. L'humain et la limite de l'humain est redevenue en première ligne. Et une autre chose que je pense aussi est sortie et qui est intéressant parce que ça va nous aider aussi à réfléchir après qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a eu un énorme élan et un énorme positionnement de la société civile. On a vu les initiatives et les capacités de
de résilience des individus, de s'adapter à une situation qui était quand même tout à fait inédite et qu'on n'aurait jamais pu imaginer 6 mois avant. Et cette société civile a été capable de faire beaucoup de choses. Par contre, là où il y a eu un problème, c'est le lien entre la société civile et les représentants politiques. Je pense qu'il y a eu énormément de difficultés de trouver des accords. Et alors enfin, et ça je pense il faut quand même le souligner, c'est notre énorme capacité de résilience. On a vu que le système de soins de santé a fonctionné de manière formidable. On a vu malgré tout, les autorités ont été capables de se mettre d'accord et de trouver des solutions. Et puis, on a vu que nos besoins vitaux ont été assurés. Donc ça aussi, on a une capacité de résilience et de changement et de défi. Et donc, peut-être que c'est positif pour se dire qu'on est capable de bouger. Ok. Merci beaucoup, Stanislas. Déjà, énormément d'éléments. On va essayer d'en décortiquer quelques-uns au cours du débat. Mais d'abord, Benjamin, et c'est un des éléments mis en évidence par Stanislas, c'est ce sentiment qu'il y a effectivement beaucoup d'éléments dans la société civile. Et ici, on a eu Ariane qui vient d'un mouvement social indépendant du politique. On a Stanislas qui anime un réseau de dirigeants. Et on a entendu des syndicats parler d'un nouveau pacte social, certains un peu trop vite que d'autres. On va pas revenir sur l'affaire de la FGTB, mais on a aussi entendu du côté politique des appels et du côté du patronat des appels à un nouveau pacte social. Alors derrière ce mot, il y a peut-être des choses différentes, mais en tout cas, c'est extrêmement manifeste que dans le contexte socio-politique belge, il y a quand même l'idée au moins une rhétorique qui invite à un jour d'après différent du jour d'avant. Tout à fait. Et peut-être pour revenir sur la question qui était précédemment posée, je dirais qu'il y a une question préliminaire peut-être à se poser, qui est celle de savoir si nous sommes en train de vivre une réelle rupture, qu'elle soit historique ou politique, ou si simplement il s'agit d'une parenthèse, je dirais, de la croissance économique, des habitudes sociales. Alors, j'ai pas la prétention ici d'amener une réponse claire à cette question, mais quoi qu'il en soit, effectivement, comme cela a déjà été amené, il y a eu une mobilisation très importante de la société civile, des citoyens qui individuellement, collectivement, parfois d'ailleurs s'unissant alors qu'ils n'ont pas l'habitude de collaborer ensemble sur certaines questions, ont développé toute une série d'initiatives, des initiatives qui déjà pendant la période de confinement, donc à une période où il n'était pas possible de se rassembler physiquement, étaient très très nombreuses, souvent par la voie de carte blanche, mais aussi par la rédaction de lettres ouvertes à destination notamment des autorités publiques, par la réalisation d'un certain nombre de pétitions, d'enquêtes en ligne, etc. Donc il y a une mobilisation très importante d'un grand ensemble d'acteurs. Il s'agit de citoyens au sens large, de représentants du monde associatif, du monde mutualiste, syndical, culturel par exemple, académique aussi pourrais-je dire, et qui visent à défendre un grand ensemble d'enjeux. Des enjeux très variés qui ne sont pas, et là je fais un peu le lien avec ce qui a déjà été dit avant, nécessairement des enjeux nouveaux. En ce sens que la crise induit une réponse à une situation d'urgence, certes, mais constitue aussi, ou en tout cas est perçue comme étant aussi une fenêtre, je dirais, d'opportunité, comme le disait Ariane tout à l'heure, sur des enjeux qui ne sont pas nécessairement nouveaux d'ailleurs. Prenons la question du financement des services publics et particulièrement du département de la santé. On se souvient déjà du 4 juin 2019 où le mouvement des blouses blanches s'était développé avec un rassemblement hebdomadaire assez important, d'ailleurs, qui avait donné lieu à un vote à la Chambre des représentants d'un fonds blouse blanche au mois de novembre. Donc, on voit que ce ne sont pas des nouveaux enjeux à proprement parler, mais qui aujourd'hui... Est-ce que l'occasion ne fait pas le larron, en quelque sorte? Est-ce que finalement, le contexte d'une crise sanitaire n'offre pas finalement une opportunité à peu près à chacun pour revendre son fonds de commerce, si j'ai envie de le dire de manière un peu plate? Tout à fait. Et c'est ça d'ailleurs la difficulté, je pense, de cette crise, c'est qu'elle est très large, touche un peu tous les pans de la société et chacun essaye du coup de gagner en visibilité par rapport à ses propres revendications ou ses propres propositions pour résoudre la crise sous ses aspects culturels, en termes d'enseignement, en termes sociaux, de santé, de travail ou autres. Mais l'espace de visibilité aujourd'hui semble saturé et donc il devient difficile, je crois, pour ces différents acteurs de la société civile, d'une certaine manière, de se faire d'autant plus entendre. Un seul exemple peut-être pour illustrer cela serait la mobilisation autour des questions climatiques, environnementales au cours de l'année 2018, 2019 et encore début de l'année 2020 d'ailleurs, qui aujourd'hui semble tout à fait éclipsée. En réalité, la mobilisation autour de cet enjeu reste encore très importante. Les initiatives d'ailleurs citoyennes sur cet enjeu bien précis se sont aussi multipliées encore pendant la période de confinement, encore dans la foulée jusqu'à présent, mais simplement elles ont perdu en visibilité parce que
d'autres questions tout aussi importantes, la question des inégalités sociales, par exemple, la question du soutien au secteur culturel, elles aussi tendent à prendre une certaine importance. Ok, merci. Geoffrey, toi tu as une perspective peut-être plus internationale aussi, hein, donc tu es un spécialiste des mouvements sociaux, notamment sur d'autres pays, pas simplement dans le contexte belge, je pense que notamment en Amérique latine, si je ne me trompe pas. Est-ce que justement cette dimension, cet appel à un jour d'après est quelque chose qu'on observe également dans d'autres pays, et qu'est-ce que c'est? Quelque chose d'assez largement partagé à l'échelle planétaire, ou en tout cas notamment dans les pays occidentaux au sens large. Oui, tout à fait, mais ce n'est pas que les pays occidentaux. C'est vrai que c'est un débat qu'on voit en Belgique, mais aussi ailleurs. Et je suis souvent surpris de voir le peu de connexion qu'il y a parfois entre les débats qui sont très semblables finalement. Je pense que Stanislas l'avait dit, hein, la crise est une occasion de réfléchir sur ce qui est important pour nous personnellement, mais aussi au niveau collectif dans la société, dans nos mouvements, dans la société organisée ou moins organisée. Et là, je pense que les mouvements sociaux ont joué un grand rôle et n'ont pas du tout disparu pendant la crise. C'est vrai qu'on a vu moins de manifestations, mais en même temps, par exemple, les mouvements sociaux ont eu un grand impact sur les mouvements sociaux, les chercheurs, la société civile, notamment pour montrer que la crise n'est pas du tout qu'une crise sanitaire. C'est pas juste un virus qui affecte tout le monde et n'importe qui de la même manière. Ça peut affecter tout le monde, mais c'est un virus qui affecte très différemment les populations. Les populations précarisées sont beaucoup plus affectées et meurent beaucoup plus. Alors, on a très facile en Belgique de dire oui, regardons ce qui se passe aux États-Unis, les Noirs meurent beaucoup plus de ce virus, mais c'est la même chose en Belgique. On a vu en Belgique, notamment avec les personnes invisibles qui étaient derrière les murs des maisons de repos, qui ont été affectées bien plus que le reste de la population. Donc, ce qui est important, c'est de montrer qu'on n'est pas égaux face à la crise, face à la pandémie. Et ça, je pense que la société civile a bien fait de même. On a vu aussi un peu partout une solidarité qui s'est organisée au niveau personnel, bien sûr. On voit par exemple autour des maisons de repos qui ont été dans un premier temps très oubliées des politiques publiques, mais ensuite on a vu comment la population s'est organisée, mais aussi parfois plus organisée. On voit par exemple, je pense à des associations autour des sans-abri, par exemple à Charleroi, comme chez nous, par exemple une SBL, où on voit des gens qui se sont mobilisés pour les personnes qui sont dans la rue, alors que la plupart d'entre nous ont resté tranquillement confinés chez nous. Il y a pas mal de monde aussi qui est sorti pour aider les plus défavorisés. Et puis aussi, et là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Ariane, il me semble que ce qui est essentiel, une fonction très importante des mouvements sociaux, c'est de montrer qu'une crise, ça peut aussi ouvrir l'horizon des possibles. Et là, on a vu en Belgique, c'est encore plus qu'ailleurs, une quantité incroyable de cartes blanches qui disaient à peu près tous la même chose, des milliers de textes de la société civile, des académiques, pour dire que la crise révèle les problèmes de la société actuelle, du modèle actuel, bien sûr, mais en même temps, que ça va servir pour une rupture, pour un changement politique. Et là, je crois que cette bataille pour le sens de la crise, c'est quelque chose de très important. Il y a un risque, une certaine facilité, je crois, c'est de tomber dans ce qu'on appelle le wishful thinking, dire que le monde après va être forcément meilleur. Et alors, on a vu se multiplier des cartes blanches pour dire que l'entreprise serait bien meilleure après, le monde serait forcément plus écologique, que tout irait beaucoup mieux, que la politique devrait prendre en compte le lien social bien mieux, que ce serait le retour de l'état social. Et donc, c'est vrai que c'est possible. On a vu cette importance du lien, encore une fois, que Stanislas a souligné. Simplement, c'est un des possibles, et on a vu par le passé que ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas la première crise. On a vu il y a 12 ans. Okay. On va venir en comparaison avec les autres crises. La crise financière globale. Et là, ce que tout le monde disait, c'est de dire maintenant, il faut que les choses changent. Le problème, c'est la finance. Et alors, on a dit aussi que c'était la fin du néolibéralisme. Cette idée qu'il n'y a plus d'alternative, c'était terminé. Et qu'est-ce qu'on a vu dans la décennie suivante? En 2-3 ans, les néolibéraux ont passé le poids de la crise de la finance vers les états sociaux. On a expliqué partout en Europe que le problème, ce n'était pas la finance, mais l'état social. Et puis 10 ans d'austérité dans beaucoup de pays. Et donc, ce que je veux dire là, c'est que quand on pense à la crise et le changement qui peut venir, il faut pas voir que notre côté. On a tendance à voir que les meilleures choses. Et c'est vrai que la crise a montré de très belles choses au niveau individuel et collectif avec cette solidarité, a montré l'importance des services publics et d'autres choses. Et puis, tout le monde a dit que rien ne serait plus comme avant, sans doute. On a aussi vu, dès la fin du confinement, des files énormes devant le supermarché. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire? Est-ce que ce sont tous ces grands cette idée de changement écologiste, ou bien ces longues files devant le supermarché? Il faut savoir aussi que de la crise, il y a par exemple une augmentation partout du racisme, une augmentation très forte du racisme dans le monde entier, et je crois y compris chez nous, ce repli sur soi. Ok, merci.
Et puis aussi, les grandes entreprises aussi, tout le monde a dit ici, mais les 3 ans précédents, que la crise est une opportunité, mais c'est aussi une opportunité pour les grandes entreprises. Je ne vais pas parler du plan belge, mais c'est on va y arriver, Geoffrey, on va y arriver, parce que là, il y a beaucoup d'éléments. Sarah est apparue. Je voudrais faire un premier retour vers les réactions des auditeurs qui nous suivent sur Internet. Et puis, je reviens vers Ariane qui demande la parole. Sarah. Merci Laurent, merci à tous. D'abord, nous avons lancé un sondage. Donc, le jour d'après sera-t-il un simple retour au jour d'avant à ce stade? 38 personnes disent oui et 62 personnes disent non. Donc, ça, c'est à ce stade. Tu peux répéter la question, dans quel sens c'était? Le jour d'après sera-t-il un simple retour au jour d'avant? Ok, donc la majorité pense que ce sera différent. Oui. D'accord. Attention, avec les doubles négations, il faut suivre. Et donc, j'avais 4 petits points très sensibles par rapport à, parce qu'il y a déjà beaucoup de réactions sur le fil. D'abord, il y a l'aspect de solidarité et de mouvements sociaux qui est déjà bien ressorti dans le fil, en disant que la résilience, vous avez parlé de résilience, venait aussi, c'était peut-être plutôt les mouvements solidaires où il y a eu plus de résilience que dans la gouvernance. Une critique disait, on a d'abord réouvert les magasins avant de réouvrir tout ce qui est mouvements sociaux, etc. Donc, ça va un peu dans ce style-là aussi. Sur notre plateforme, il fera beau demain, où j'invite chacun à aller après, pendant et jusqu'au 30 juin proposer leurs idées. Il y avait une idée qui était reconstruire demain, et dans cet aspect-là, il y avait aussi l'idée, mais que faire d'hier? Qu'est-ce qu'on fait d'hier? Qu'est-ce qu'on fait du passé? Qu'est-ce qu'on fait des leçons qui ont été tirées du passé? Donc, j'entendais ça un peu aussi dans votre discours. Et alors, il y a un point où je l'ai peut-être loupé, où je ne l'ai pas entendu, c'était par rapport à tout ce qui est aussi intelligence artificielle, par rapport à la technologie pour le jour d'après. Qu'est-ce que ça peut engendrer quoi? Comment peut-on les utiliser? Voilà, merci. Ok, mais donc notamment l'outil des intelligences artificielles, c'est que ce sera sans doute quelque chose qui pourra faire une forte différence entre le monde vers lequel on va, mais qui aurait été un enjeu de toute façon auquel on aurait dû se heurter, crise sanitaire ou pas. Mais donc on y reviendra. Mais dans l'ordre, je voudrais commencer par un des éléments qui a été soulevé par Geoffrey, c'est le fait que cette crise, finalement, c'est quelque chose que nous avons une expérience collective quand même rare. Il y aura eu peu d'événements qui auront affecté, et même à l'échelle planétaire, tout le monde de manière aussi forte, mais qui aura révélé effectivement des inégalités. Alors, parfois renforcer des inégalités existantes, parfois montrer ou faire apparaître des inégalités différentes. Par exemple, le rapport entre la ville et la campagne. Il est évident que c'était plus agréable de vivre le confinement lorsqu'on était à la campagne avec un jardin que lorsqu'on était dans un appartement, même peut-être confortable et luxueux, mais en ville. Donc, d'autres inégalités, mais c'est sûr aussi que les inégalités habituelles ont fortement aussi pu se faire ressentir à nouveau. C'est quelque chose qui a dû interpeller particulièrement un mouvement social comme le MOC, j'imagine. Oui, donc ça ne nous a pas étonnés, mais évidemment, comme tout le monde l'a dit, cette crise a exacerbé des inégalités qui lui étaient préexistantes et aux 2 niveaux que Geoffroy a pointé. Donc, tant finalement au niveau de la contagion, puisque c'est des personnes en fait qui ont continué à aller travailler, qui étaient déjà en moins bonne santé à l'avance et qui ont été plus au contact du virus. Donc là, on peut dire que le virus a touché les classes les plus populaires, mais aussi évidemment au niveau de tous les impacts du confinement. On l'a dit, c'est plus confortable de vivre un confinement dans une maison avec de l'espace et à la campagne, dans un jardin, que toutes les personnes finalement pour qui c'était vraiment soit très 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 difficile de rester confiné, soit qui n'avaient même pas de logement pour se confiner. Donc ça, je pense que c'est évident que cette crise a révélé ces inégalités et a montré qu'il fallait absolument, dans les réponses qu'on allait apporter maintenant, tant jouer sur la question de revenir finalement à une plus grande égalité des salaires et donc à mieux valoriser les fonctions dites essentielles. Voilà, la crise a bien montré que finalement, c'est les personnes qui sont les moins bien rémunérées aujourd'hui, qu'on continue à aller travailler pour faire tourner la société et que des fonctions qui sont très très bien rémunérées, on peut s'arrêter, on n'a pas remarqué la différence. Pour caricaturer. Donc ça, c'est un combat, c'est d'aller vers une plus grande égalité distributive, mais aussi redistributive. J'imagine qu'on en parlera. Toutes les questions de fiscalité dans la société sont très importantes. Mais moi, si vous me permettez, je voulais rebondir sur un 3e type de levier par rapport à l'égalité, en lien avec tout ce qui a été dit avant, qui est la question finalement de la démocratie, quoi. Et donc, c'est sur ça que je voulais rebondir. J'entends évidemment
aucun mouvement social n'a arrêté de travailler et on était au front dans la gestion de toutes les urgences et l'organisation des solidarités, comme ça a été dit. Mais par contre, donc ça, c'est vraiment là où il s'agit de la gestion des urgences. Mais je pense que quand on parle, j'ai entendu plusieurs intervenants qui parlaient de mobilisation de la société civile, des citoyens, etc. Ça, de mon point de vue, ça ne peut pas se faire uniquement à travers des rédactions et des signatures de cartes blanches et d'appels et de textes, et ça doit se construire autour d'une action collective. Et là, évidemment, je pense que le fait que les mouvements sociaux aient été confinés et que les manifestations restent interdites jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment un problème qui est très, très urgent à régler, dans le sens où pour moi, une des principales leçons de cette crise, c'est qu'il a manqué de démocratie tout au long du processus. C'est-à-dire que toutes les décisions ont été prises par des gouvernements à pouvoirs spéciaux et des groupes d'experts. Donc le Parlement a continué à fonctionner, mais pas vraiment sur les questions de gestion des urgences liées à cette crise-là. Et du coup, on a manqué vraiment de délibération collective, non seulement sur les diagnostics qu'on pouvait faire, pourquoi on en est arrivé là, mais aussi sur les réponses qu'on pouvait y apporter, tant dans l'urgence qu'à moyen long terme. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu qui me semble essentiel de pouvoir refaire vivre ces débats largement dans la société et se dire quel lieu on se donne, institutionnel et associatif, pour organiser ces délibérations-là. Comment est-ce qu'on comprend cette crise? Qu'est-ce que ça veut dire pour demain? Et quelles leçons collectives on peut tirer de ça? Puisque je rebondis sur ce que Geoffrey disait, il y a pour le moment une guerre des récits qui est en train une guerre des représentations qui est en cours, et donc je pense qu'on a besoin de lieux pour instruire ces questions-là. Donc, dans un ralentissement, comme on dit sur Stanislas, pour dire, OK, on se donne un temps, un espace pour instruire cette question et créer de l'intelligence collective, quoi. Et ça doit aller de pair avec le fait que les organisations doivent pouvoir maintenant être en capacité de remobiliser, de réunir. Donc maintenant, on peut réunir des groupes jusqu'à 20 personnes, mais de réorganiser des mobilisations collectives. Okay. Merci. S'il y a 60 000 personnes qui se réunissent tous les jours une heure, il faut qu'on puisse réunir des agoras politiques pour interroger ce moment largement. Ouais. Ouvrir les possibles et un lieu de réflexion sur la société et ses mutations, c'est vraiment la raison d'être de réseau transmutation. Stanislas, je ne te vois plus. Je ne sais pas si tu es bien là. Oui, voilà. Si tu veux mettre ta caméra, voilà. Je pense que les connexions sont bonnes et que tu peux laisser ta caméra. Voilà. Mais ce qui me frappe, quand j'entends Ariane, quand j'entendais aussi la prise de position au sein de la FJTB, c'est l'idée qu'il faut ouvrir les possibles, mais il faut aussi créer une mobilisation sociale. Qu'il faut créer quelque chose comme un rapport de force, puisqu'on est dans une situation de guerre des récits. Mais d'un autre côté, quand j'entends l'aspiration au changement d'un côté, mais que j'entends aussi ce que tu portes à travers le réseau Transmutation, qui est un réseau de dirigeants, j'entends aussi une volonté de créer un autre possible. Est-ce que finalement, cette logique de l'affrontement, c'est pas quelque chose où souvent c'est quand même contre les dirigeants en général quand le mouvement social mobilise? Est-ce que c'est pas quelque chose que l'ambition de transmutation veut dépasser, justement? D'abord, l'ambition de transmutation n'est pas être d'un mouvement dirigeant. C'est un mouvement de rassemblement. C'est un réseau, oui. D'un réseau. Quelque part, c'est même une fois par an que les chefs d'entreprise et les dirigeants du public, du privé se retrouvent, etc. Il y a eu d'autres choses qui se sont tournées autour, notamment une réflexion avec les universités et les hautes écoles. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience globale de la société, de se dire qu'est-ce que nous avons vécu. Et j'aime bien qu'Ariane dit effectivement, aujourd'hui, on doit pouvoir débattre et mettre la démocratie en avant. Je ne pense pas que nécessairement c'était la question qu'il fallait faire il y a 3 mois. Quand la maison est en feu, on ne débat pas avec les pompiers, savoir quelle est la lance qu'on va utiliser. Mais aujourd'hui, c'est essentiel. Mais ce qui est important, et j'aime bien ce que les uns et les autres disent, il faut écrire un récit. Moi, je pense que le récit, il n'est pas encore écrit. Quand on dit on est en train de s'affronter avec des récits différents, moi, je pense que ce qui pose problème aujourd'hui dans la population, c'est qu'elle ne voit pas d'objectifs et de projets collectifs qui sont proposés par les uns et par les autres. Chacun a sa petite liste de revendications locales et d'intérêts à défendre, mais on ne voit pas vers quel sera le monde de demain. Quand votre mouvement qui fait « il fera beau demain », ok, il fera beau, mais pour quel objectif? Dans quelle direction va-t-on? Comment va-t-on construire ce récit mobilisateur qui va faire
que les gens vont adhérer à ce projet. Et de manière assez cynique, je dirais que pour le moment, en Belgique, les deux seules organisations qui ont un récit que nous n'avons pas nécessairement approuvé, mais en tout cas qui est facile et clair, ce sont les mouvements populistes. Vlaams Blok d'un côté, PTB peut-être de l'autre. Les récits sont simples et ils sont clairs et ils sont faciles pour ceux qui veulent y adhérer. Qu'est-ce que les partis démocratiques proposent comme récit? Je pense que c'est là que le gros travail va devoir être fait. Et finalement, c'est un travail de coopération, c'est pas un travail de compétition, c'est pas le parti 1 contre le parti 2. Je pense qu'il y a moyen de créer, et même au niveau européen, un récit collectif qui peut embarquer les gens vers un futur qui est souhaitable. Et le risque, si on ne fait pas ça, chacun va se replier sur un certain nationalisme. On voit un peu l'évolution en Europe. Donc, je pense qu'il y a un énorme travail à faire pour redéfinir le récit de notre projet européen, de notre projet mondial. Donc, guerre des récits ou création d'un récit fédérateur. Je pense que c'est deux. Je vais revenir vers toi, Ariane, mais je voudrais quand même continuer aussi avec Benjamin peut-être et Geoffrey, mais je pense que là, on a quelque chose qui est quand même au nœud du débat. Benjamin, voilà, est-ce que plutôt l'analyse pour toi, c'est plutôt qu'on voit émerger une guerre des récits ou qu'on est à la recherche d'un récit fédérateur? Alors, c'est un peu les deux. Et je pense que, et là, ça va faire le lien avec ce qu'on vient d'entendre ici à l'instant. Parmi toutes les demandes, les revendications qui ont été formulées dans ces centaines, voire milliers d'initiatives citoyennes ces dernières semaines et ces derniers mois, on retrouve des demandes, des revendications sur certaines thématiques bien précises. On en a déjà fait un bref panorama il y a quelques minutes. Mais on retrouve aussi, de manière assez transversale, je dirais, et là, c'est assez commun à toutes ces initiatives, une volonté d'être pris davantage en compte. Et là, ça questionne un peu la notion d'expertise, qu'Ariane évoquait tout à l'heure, le fait que les décisions aujourd'hui reposent sur des propositions faites par des experts, par des personnes qui ont une connaissance technique sur certaines questions, mais qui ne prendraient pas assez en compte le vécu des gens au quotidien. Alors, certaines propositions vont dans le sens de la volonté d'être inclus davantage, soit sur le plan individuel, voire sur le plan collectif généralement, au sein en tout cas de la prise de réflexion au regard de certaines thématiques. Et puis certains vont bien au-delà en demandant que ce soit de véritables mécanismes participatifs, délibératifs qui soient mis en place dans les prochains mois et surtout dans les prochaines années, donc sur le plus long terme, pour que l'avis des citoyens puisse être davantage pris en compte dans les processus décisionnels et pas au regard d'une thématique, d'un enjeu bien précis, mais d'un très large ensemble d'enjeux, c'est-à-dire sur la plus grande majorité des décisions qui sont adoptées aujourd'hui en Belgique. Et ce sont des processus qui existent déjà, notamment en communauté germanophone, pour le prendre au niveau communiitaire ou dans certaines localités à Bruxelles, par exemple. Oui, tout à fait. On a abordé cela dans un débat confiné, notamment donc les différents, le rôle de l'expert, le rôle des citoyens, les mécanismes de processus participatif, le tirage au sort, etc. Ça fait l'objet d'un débat confiné et ça fait l'objet de pas mal de propositions sur la plateforme. D'ailleurs, n'hésitez pas, une fois encore, à aller éventuellement soutenir ces propositions si elles vous tiennent à cœur sur notre plateforme. Geoffrey, justement, toi aussi, pour toi, est-ce que la dynamique du changement social passerait davantage dans une logique de guerre des récits et du coup de mobilisation, ou bien d'en parvenir à faire émerger un récit fédérateur? Parce que j'ai l'impression que c'est presque deux conceptions différentes de la démocratie qui est sous-jacente entre ces deux approches-là. Je pense que ce qui est fondamental dans la démocratie, c'est aussi la participation. Et donc là, c'est vrai que le récit, il n'est pas formé une fois pour toutes. Et c'est pas uniquement par les experts. Il faut voir quelle place est laissée aussi au récit qui vient en partie par en dessous. C'est à la fois une question de. Parfois, ça paraît assez loin. On dit une guerre des récits, c'est comme un truc d'experts qui expliquait ce qu'a été la pandémie. Mais en fait, non. C'est aussi, on voit dans le Sud que ceux qui forgent ces récits, ce sont aussi les acteurs populaires. Je pense par exemple au mouvement dans les favelas au Brésil aujourd'hui, qui apporte un récit tout à fait différent de ce qu'est la pandémie au président Bolsonaro. Et je pense que la participation est essentielle et ça a été très souvent, c'était quand même une force du modèle belge en quelque sorte, ce modèle où des acteurs intermédiaires très forts. Et là, on s'est surpris de voir que tout d'un coup, pendant la crise, comme plus ça a été oublié. Je me rappelle par exemple, j'ai eu l'occasion de souligner dans plusieurs cartes blanches le problème des maisons de repos au début de la crise. Et ensuite, ce qu'il y a eu, c'est que tout d'un coup, le gouvernement décide d'ouvrir les maisons de repos, mais sans consulter les directeurs et les associations de ces maisons de repos. Et donc justement, c'est dans cette consultation des acteurs de la société civile ou des acteurs intermédiaires qu'on peut voir aussi une certaine efficacité. Il ne faut pas forcément poser la participation et l'efficacité. Parfois, oui, il faut
un peu plus vite, et les experts ont joué un rôle important, mais il y a aussi une expertise qui vient du vécu et de l'action. Et donc là, je pense que, oui, de mon côté, comme je suis sociologue des mouvements sociaux, c'est vrai que je suis beaucoup sensible à cette guerre des récits, et trop souvent, je crois aussi à cette illusion que nous avons tous aujourd'hui, une société très, globalement, c'est polarisé, mais aussi on est chacun dans nos réseaux sociaux, et sociaux pas seulement digitaux, hein, pas seulement sur Internet, mais dans les personnes qu'on apprécie, dans nos mouvements. Et donc, on a l'impression que oui, tout le monde veut un monde plus solidaire, plus écologiste, enfin, tout ce que l'on vit après la crise. Et donc là, c'est là qu'il faut faire attention, en sortant de notre monde aussi, sortant de nos médias, sortant aussi des journaux qu'on lit d'habitude, pour voir qu'il y a aussi un récit très différent. Et celui qui est en train de gagner pour l'instant n'est pas forcément celui que préfèrent les progressistes. Je le disais justement. Lequel est en train de gagner, selon toi? Pour l'instant, ce n'est pas joué. Je crois que c'est temporalité différente. On le voit avec la crise, encore une fois, de 2008. On voit que comment au début, par exemple, dans un de mes articles récents, je reprends le discours de Sarkozy, qui n'était pas spécialement intermondialiste, qui nous explique que le néolibéralisme et la domination de la finance sont terminés avec la crise financière de 2008. On voit bien que c'est complètement faux avec le recul. Donc, c'est que ce discours, ce récit a évolué au fil des années, même assez rapidement. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas basculé en 2008 ? Une de mes explications, j'avais des essais en 2010 dans mon livre sur l'altermondialisme, je pense que ce qui est très important, ce sont ces idées, justement. La bataille des idées, ce n'est pas quelque chose qui est déconnecté de la vie quotidienne des politiques. Ce qui est en jeu, notamment aujourd'hui, c'est comment on interprète la crise et surtout quelle interprétation va contribuer à placer le débat politique dans une perspective, dans une autre perspective. Alors, ça se joue au niveau régional, national, mais aussi européen et bien sûr global. Par exemple, les entreprises ont évidemment un thème très fort aujourd'hui, les grandes entreprises et multinationales, en disant il faut absolument relancer, c'est nous qui créons l'emploi, et donc il faut relancer l'entreprise. Aux États-Unis, c'est très simple, le pacte de Donald Trump, qui a été approuvé par le Sénat américain au début de la crise, a donné 5 fois plus d'argent aux grandes entreprises multinationales, je ne parle pas des petits commerçants, aux grandes entreprises multinationales ont eu 5 fois plus d'argent que les hôpitaux publics, que l'ensemble des hôpitaux publics. Et donc, quand on dit la crise est une opportunité, oui, c'est aussi une opportunité pour les grandes multinationales. Et au-delà, c'est une opportunité pourquoi ? Pour plus de démocratie. On peut voir que dans le monde aujourd'hui, c'est aussi une opportunité pour plus de systèmes autoritaires. On voit comment les Chinois vendent très bien, comment ce système de contrôle est aujourd'hui accepté par une part croissante des citoyens dans le monde. Et donc, c'est une opportunité pour plus de démocratie, oui peut-être. Ça peut aussi être une opportunité pour un système plus autoritaire. Et au-delà, on sera tous d'accord, la crise marque le retour en force de l'État. Oui, mais je me pose la question, quel État ? Que c'est un État social, on le dira tous ici dans ce panel sans problème. On souligne l'importance des hôpitaux au service public. Même Macron, qui est occupé à défaire le service public, trouve aujourd'hui que les infirmiers sont des héros en France. Et donc, on le voit partout. Donc, État social peut-être. Concrètement, dans les faits, c'est quel État ? Ça peut être un État autoritaire qui contrôle bien plus ses citoyens. On a quand même passé partout. Un État, pendant la pandémie, qu'est-ce qu'on a fait alors qu'en Europe, à part peut-être en Allemagne, mais partout, les gouvernements ont fait beaucoup d'erreurs dans la gestion de la pandémie. Et la faute est passée aux citoyens. Le méchant qui diffusait la pandémie, c'était le citoyen qui ne respectait pas bien les règles de confinement. Et donc là, on voit comment l'état de contrôle peut se mettre en place. Et puis, la troisième option qui est très forte aujourd'hui, qu'on voit moins, c'est un État de défense des grandes entreprises, un État qui, en fait, n'est pas très loin de l'État aussi néolibéral, un État qui soutient ces entreprises, soi-disant nationales, mais en fait qui sont des multinationales, dans la compétition internationale. Et donc, quand on regarde de près les budgets de ces États, quand on nous dit le retour de l'État avec les budgets, avec le financement public, qui reçoit l'argent aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a apparaître, peut-être peux-tu nous donner une deuxième température de commentaires sur des internautes ? Oui, tout à fait. D'abord, j'avais envie de partager si je les retrouve, il faut que je remonte dans les fils, deux avis donnés. Un de Gérard qui dit un avis sur qui fait quoi dans l'État et qui fait quoi dans le système. Aux experts le pourquoi et aux politiques le vers quoi. Et là, on a Arnaud qui dit non, aux citoyens le vers quoi, aux experts le comment et aux politiques de l'appliquer. Donc voilà, ça c'est une première lecture. Et alors, l'enjeu environnemental revient aussi dans le questionnement en se disant, est-ce que ce ne serait pas une manière de fédérer les gens, un sujet sur lequel on peut fédérer. Et évidemment, le sujet de la solidarité
Et il y a un monsieur qui nous a mis, quand on voit, ou madame, je suis désolée, quand on voit la marche d'un nonagénaire qui a récolté des fonds, on peut encore croire à la solidarité et aussi comme il dit, à l'émergence d'un mouvement mondial antiraciste et pro-LGBT constitue également des indices positifs au fait de la solidarité. Donc voilà, merci, à tout à l'heure. Merci Sarah. Ariane, tu voulais réagir tout à l'heure et puis je te relancerai après. Je te fais d'abord une courte réaction peut-être sur ce qui venait d'être dit et puis je te relancerai en m'appuyant sur ce que venait de dire Sarah. Mais moi, c'était pour rebondir sur cette question du rapport de force et du conflit, en fait. Je pense que ce serait faux de penser que dans une société, tout le monde partage les mêmes intérêts. Et au contraire, il y a des logiques de domination, il y a des privilèges à l'œuvre. Et donc, je pense qu'il fera beau demain, peut-être, mais ça doit passer par une tempête. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il doit y avoir des conflits. Il faut laisser place à ces conflits. Et alors, je me permets de citer Paul Ricoeur, qui dit que le travail sur ce qui nous divise, c'est ce travail sur ce qui nous divise qui nous permet de vivre ensemble. Et que donc, il parle d'exigence démocratique, mais je vous lis parce que je pense que ça parle vraiment de ce dont on est en train de parler maintenant. Est démocratique une société qui se reconnaît divisée, traversée par des contradictions irrémédiables. Est démocratique une société qui se donne pour exigence ultime d'arbitrer ces contradictions sans violence par un travail de langage dans le dialogue. Est démocratique une société qui cherche à impliquer chacun de ses membres le plus profondément possible, à égalité de dignité et de droit, dans un travail d'expression, d'analyse et de délibération des contradictions. Et donc, pour moi, pour répondre à ta question, oui, mais est-ce qu'il faut un rapport de force, un affrontement ou pas ? Oui, évidemment qu'il le faut, parce que c'est une question du sens qu'on donne à notre société, à l'avenir de ce monde-ci. Mais par contre, pour accueillir ces conflictualités politiques dans un cadre démocratique, je pense qu'on a absolument besoin de redonner place finalement au secteur de la culture et au secteur socio-culturel. Et donc, je fais un lien avec ce que je disais juste avant. C'est finalement l'histoire de la Belgique avec cette démocratie culturelle. On est vraiment porteur du fait qu'on a une quantité de lieux qui permettent d'accueillir ces conflictualités et que c'est pas chaque personne qui reste atomisée, je suis pour, je suis contre, et qu'on a des débats complètement stériles, mais c'est qu'il y a des lieux, et c'est ça notre maillage culturel, notre chance, qui ne sont pas que les lieux de diffusion et de création dont la ministre de la Culture parle beaucoup, mais qui sont aussi tout ce secteur associatif qui permettent d'accueillir cette conflictualité et de pouvoir dire, ben tiens, tout seul, individuellement, je pars de là, mais que dans une délibération collective qui prend du temps, qui a un cheminement, donc c'est ce qu'on appelle l'éducation permanente en Belgique, eh bien, tout d'un coup, on peut donner place à une délibération qui va créer de l'intelligence collective. Et donc, pour moi, pour répondre à la question, oui, clairement, on va devoir passer par des conflits, mais quand on parle de conflit, c'est avant tout du conflit sur le sens de ce qu'on met derrière les choses et de quelle société. Mais justement, ces conflits sur le sens, ces contradictions, est-ce que ce sont fondamentalement ou nécessairement des contradictions entre les groupes sociaux qui vont opposer les groupes les uns aux autres, ou bien est-ce que ce sont des contradictions qui peuvent être même intérieures à chacun d'entre nous ? Par exemple, face à la crise, on a intérêt à retrouver notre emploi et donc d'un côté, on est content peut-être que si je travaille dans une grande entreprise ou si je suis dans une PME mais qui est dépendante d'une grande entreprise, je suis content qu'il y ait l'État qui vienne soutenir aussi les grandes entreprises. Mais d'un autre côté, peut-être que en tant que citoyen, je m'inquiète pour le réchauffement climatique et je préférerais que que l'argent soit plutôt réservé à des investissements dans le réchauffement climatique. Peut-être qu'en tant que consommateur, je suis content d'aller retrouver les magasins, mais d'un autre côté, là aussi, je m'inquiète sur la place de l'humain, sur l'importance du secteur culturel. Et donc, est-ce que ces contradictions ne sont pas finalement des contradictions même qui nous traversent chacun ? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque en opposant les groupes sociaux qu'on manque l'idée que la contradiction est interne à chaque personne ? Et donc, je comprends bien la question et je pense que d'un point de vue psychologique, on a tous nos contradictions, mais qu'ici, si on se situe dans le champ politique, justement, tout l'intérêt et la richesse de l'éducation permanente, c'est de permettre de passer d'un point de vue individuel à un point de vue collectif et de se demander collectivement quelles sont les conditions de réalisation de notre société rêvée collective. Donc, un exemple parmi ceux que tu prends, on peut à la fois, comme travailleur dans une entreprise aérienne,
avoir très peur de perdre son emploi et en même temps être porteur du fait qu'il faut une évolution écologique si on ne veut pas aller droit dans le mur. Et donc, à partir de ces deux tensions-là entre une situation individuelle et collective, travailler à comment est-ce que finalement on se donne les moyens de reformer toute une série de travailleurs pour qu'ils puissent passer d'un domaine à un autre et qu'il soit, c'est pas la question travail ou chômage, mais c'est la question quel travail dans quel monde de demain. Et donc, c'est ce processus d'éducation permanente qui permet de faire ce cheminement et qu'on puisse du coup articuler la question individuelle à la question collective. Avec une question importante qui est la question de la temporalité, parce que c'est un processus qui prend du temps, tandis que face à une crise où il faut gérer l'urgence, et d'ailleurs peut-être Stanislas, c'est une des choses peut-être les plus difficultés dans ce contexte de crise, c'est comment parvenir à articuler la réponse d'urgence, notamment suite à un choc économique, et la prise en compte d'enjeux de long terme, comme ceux qui préoccupent Transmutation. On pense à la question climatique, on pense à la question de l'intelligence artificielle qui a été mise en avant par nos auditeurs. Et donc, est-ce que finalement, il n'y a pas un risque que l'urgence efface le long terme et que, à force d'être focalisé, d'être le nez dans qu'est-ce qu'on répond tout de suite, on n'aurait pas la possibilité de mettre à profit la relance pour intégrer des réponses aux enjeux de long terme? Je comprends qu'il y a beaucoup de contradictions. Comme tu l'as souligné d'abord, je crois que c'est important qu'on a d'abord tous des contradictions entre nous-mêmes, entre nos besoins, parce qu'on a la même question. On a aussi des besoins urgents, on veut des réponses immédiates aux questions qui ont été posées à la crise. Et je comprends très bien que pour certains, ces besoins sont des besoins de survie. Et donc là, c'est la priorité. Et quoi qu'il arrive, c'est le seul objectif qu'ils vont avoir. Et je le comprends très, très bien. Et donc, il y en a d'autres qui vont dire profitons de cette crise pour aller plus loin, pour dépasser ce conflit entre court terme et long terme. On a des opportunités. Il va falloir aider les entreprises, il va falloir aider les gens. Mais est-ce qu'on est sûr que l'aide est affectée au bon endroit et pour le bon choix et surtout pour la bonne temporalité? Je donne un exemple. Tous ces subsides qui vont être alloués à des entreprises pour les redresser et pour sauver l'emploi, mais est-ce que cet argent, à long terme, est bien investi pour la durabilité, pour les générations suivantes? Parce que une chose qu'on ne doit pas négliger non plus, on parle beaucoup d'opposition classique, hein, gauche-droite, le monde de l'entreprise contre le monde du travail. Il y a quelque chose qui quand même commence à surgir aussi, et on le voit avec les manifestations, c'est la jeune génération par rapport à la vieille génération. La jeune génération, et elle nous dit cette tension est encore amplifiée par la crise actuelle, vous êtes en train, à tous vos investissements et tout l'argent que vous êtes en train de mettre sur la table, eh bien un jour il va falloir le rembourser, mais ce ne sera pas vous qui l'avez décidé, ce sera la jeune génération. Et donc il va falloir trouver un équilibre entre ces intérêts multiples, et c'est pour ça que cette réflexion sur comment définir le récit de demain, vers quoi on va faciliter ces choix et cet équilibre. Donc, ce débat sur le récit, je pense qu'il est actuel, il est urgent, parce que c'est ça qui va nous aider à effectuer les choix. Vers quelle direction quelle organisation on va aider, quelle entreprise, et où on va mettre les priorités. Il y en a beaucoup qui diront, et c'est pas faux, la priorité, finalement, pour construire le monde de demain, c'est d'abord la priorité des enfants, c'est la priorité des écoles, c'est la priorité de l'éducation. Beaucoup se posent des questions sur les conséquences de cette crise du Covid sur les enfants. Ça n'a pas été, il y en a certains qui sont déscolarisés depuis 6 mois. Tous ceux qui ont entre 12 et 18 ans, pour la plupart, c'est le cas. Quelles sont les conséquences psychologiques en termes de progression, d'intégration? Va y avoir à cet égard-là. Donc, moi, je pense qu'une priorité d'investir pour le futur, elle est là. Ouais. Mais tout ça sont des investissements, une fois encore, hein, de très long terme. Qu'est-ce qui permettrait de croire aujourd'hui, à la différence de, par exemple, la crise des conséquences de la crise de 2008, qu'on est dans un contexte qui va permettre un changement de société plus profond que ce qu'on a pu voir il y a 10 ans? Alors, la crise de 2008, c'est une crise financière, c'est une crise des banques, c'est une crise de l'euro derrière qui s'en est suivie. Et la réponse a été, enfin, on a trouvé le coupable, c'était la régulation. On a autorisé des prêts sans aucune limite aux États-Unis pour permettre les projets immobiliers, et puis on a injecté ces prêts dans toutes sortes de montages financiers pour pouvoir relancer, refinancer tout cet argent. Et puis on a dit la solution, c'est de réguler. Mais réguler, finalement, c'est quoi de nouveau? C'est pas un nouveau récit. C'est on met des interdictions. On met des barrières, et donc dès qu'on met une barrière, la première chose que les gens essayent de faire, c'est de sauter au-dessus. Et c'est pas comme ça qu'on va trouver la solution pour notamment les enjeux de durabilité. Donc il faut
pour que les gens changent de modèle et soient attirés par quelque chose de plus durable et un futur souhaitable, bien, il faut motiver, il faut mobiliser les gens. On l'a dit plusieurs fois dans le cadre de cette crise. Finalement, les gens ont accepté les contraintes à leur liberté parce que il y a eu un récit de la peur, il y a eu un récit de la protection, mais les gens ont accepté cette situation et elle est heureusement limitée dans le temps et aujourd'hui, elles la remettent en question de manière tout à fait normale. Mais demain, comment va-t-on accepter d'investir dans du plus long terme et du fait qu'on va vivre des mois, des années difficiles parce que plus tard, ce sera meilleur, non seulement pour nous, mais surtout pour les générations suivantes. Et donc là, je suis d'accord avec Ariane qui dit cette crise ne se passera pas sans un débat violent, sans des grosses contradictions. Et c'est là-dessus qu'il faudra des gens pour rappeler au consensus, pour rappeler à l'intelligence collective, pour rappeler à la collaboration en disant il y a un moment, il va falloir se mettre d'accord et il faut aller viser ce futur souhaitable. Benjamin, ce récit ou ces nouveaux récits, est-ce qu'il y a quelque chose qui paraît émerger ou d'où pourrait arriver finalement un récit? Alors, parce qu'on est toujours dans cette tension, me semble-t-il, entre la conflictualité des différents récits et l'idée quand même, donc Stanislas, à 30 secondes, vient de dire « je donne raison à Ariane » et puis il termine sur un consensus. Donc, finalement, peut-être qu'il y a le moment de la conflictualité qui est certainement nécessaire, mais comment la dépasser? Parce que si à un moment donné, on veut recréer quelque chose comme un nouveau pacte de société, une nouvelle cohésion sociale, il faut que sans doute qu'au bout de la tempête, on revoit arriver le beau temps, hein, et il fera beau demain. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que émerge un nouveau consensus social sur un récit mobilisateur? Parce qu'on voit, c'est ce qui en tout cas aurait manqué en 2008, en 2009, si je vous écoute bien. Qu'est-ce qui pourrait faire croire qu'aujourd'hui, une alternative parviendrait à fédérer? Donc, je pense qu'il y a plusieurs pistes envisageables, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi la possibilité, la volonté des pouvoirs publics d'entendre davantage les citoyens, notamment à travers ces processus plus participatifs que j'évoquais. Pourquoi? Parce qu'on est ici dans une crise qui est sanitaire, mais en réalité, on a une succession, même pas nécessairement une succession, mais une superposition de crises. Alors certes, la crise politique que nous connaissions déjà depuis plusieurs centaines de jours a été un peu anesthésiée, je dirais, pendant la période de cette crise, mais elle revient déjà au galop, on le voit très bien ces jours-ci. Mais il y a aussi une crise beaucoup plus profonde et beaucoup plus durable que cela, c'est la crise de la démocratie représentative en réalité. Et celle-ci permet de mettre le doigt justement sur cette crise. En réalité, les citoyens aujourd'hui, en Belgique, mais c'est une crise beaucoup plus large qu'au niveau national, bien entendu, mais les citoyens perdent confiance dans leurs représentants et de manière plus générale dans le fonctionnement du système démocratique actuel. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental parce que aujourd'hui, ça permet à des partis que Stanislas évoquait tout à l'heure, populistes, Vlaams Belang au nord, PTB, PVDA, un peu partout aujourd'hui en Belgique, finalement, de pouvoir justement jouer sur cette difficulté qu'ont les autorités publiques à gérer d'une part l'urgence, mais aussi avoir une vision de plus long terme. Donc, et les sondages récents le montrent très bien, ces partis parviennent en Belgique et ailleurs aussi à surfer un peu sur ces crises, je dirais, sanitaires, mais aussi plus politique d'une certaine manière, cette crise de la démocratie représentative, pour d'une certaine manière tenter d'imposer leur agenda, et cet agenda rentre un peu en confrontation par rapport à toutes ces initiatives citoyennes, en tout cas par rapport à un grand ensemble d'initiatives citoyennes qui ont été déposées ou réalisées durant les dernières semaines, les derniers mois, par exemple en matière d'inégalité sociale, si on pense aux inégalités que vivent les mal logés ou que vivent les sans-papiers. Alors, la nécessité absolue de renouer le contact avec les citoyens, de rendre confiance dans la politique, de réinventer la démocratie représentative en la nourrissant de la démocratie participative. Je crois que c'est vraiment les convictions qui sont à la base et la source du processus « Il fera beau demain ». Donc, dans notre volonté de réouverture et de pouvoir permettre au système représentatif de se changer de l'intérieur. Mais c'est vrai, vous l'avez senti dans plusieurs peut-être de mes interventions, qu'une des convictions de base aussi, qui est au cœur du manifeste initial d'Il fera beau demain, c'est qu'il faut plutôt rassembler qu'opposer. Et effectivement, moi, quand j'entends cette insistance sur la conflictualité, moi j'ai peur, hein, j'ai envie de dire comme ça, qu'un des plus gros moteurs du statu quo soit justement l'incapacité d'unir
les forces qui veulent se changer. Quand je vois un certain nombre par exemple, d'une coalition qui se met en place pour porter un nouveau pacte social, mais que cela se fait, par exemple, sans les dirigeants, sans la moindre personne qui vient du monde des dirigeants, j'ai l'impression que c'est un peu perdu d'avance. Donc, est-ce que c'est une analyse est-ce que vous ne craignez pas, je vais le poser comme ça, finalement, que le choc des récits différents, le choc des alternatives, le choc des causes, la cause sociale pour les uns, la cause écologique pour les autres, la cause démocratique pour les troisièmes, etc., finalement, soit le meilleur atout du statu quo? Par incapacité de fédérer des forces de changement et par le fait de se créer un ennemi commun, peut-être, alors qu'il pourrait être plutôt un partenaire de changement. Mais je vous laisse réfléchir à la question parce que Sarah est réapparue pour nourrir peut-être nos réflexions. Voilà. Donc déjà, pour vous faire part du résultat du deuxième sondage, dont la question était: est-il possible de fédérer tout le monde autour d'un même projet mobilisateur? 69% ont dit oui et 31% ont dit non. Ouf, on est à 69. Et puis, je voulais partager le dernier commentaire qui est ici sur la plateforme où Aurélie nous dit: l'enjeu immédiat n'est-il pas de demander de rétablir la confiance entre les citoyens et donc, parce que certains se sentent abusés et donc elles veulent être compris. Et je rebondis sur une des propositions sur notre plateforme qui est la plus votée, c'est une société du mieux, serait une société où chacun contribue au bien-être commun plutôt que de profiter des efforts des autres et de privilégier son intérêt personnel. Donc ça veut dire contribuer plutôt que profiter. Voilà, merci. Voilà, Geoffrey. Donc, d'abord, Geoffrey et puis Ariane, je te relance. Est-ce que quand les dominés s'attaquent aux dominants, est-ce que souvent ce ne sont pas les dominants qui gagnent? C'est tout le sens de l'histoire, en effet. Donc là, qu'est-ce que comment ça se passe? Je rejoins bien la position d'Ariane en disant que pour l'instant, quand même, c'est très clair qu'on est dans une société où il y a un consensus, mais c'est un consensus qui est quand même largement imposé. Enfin, on est quand même, et puis donc il y a une très large partie de la population qui est d'accord, par exemple, pour un monde plus écologiste, pour plus égalitaire, etc. On voit bien que les intérêts qui dominent le monde aujourd'hui, ce ne sont pas forcément ceux-là, et on va dans un sens qui est quand même différent. On peut quand même que constater que les inégalités n'ont pas arrêté de s'amplifier, que la nature est détruite chaque année plus vite. Et donc, ça, c'est pas une décision qui est prise démocratiquement comme ça. C'est le résultat d'un système économique où il n'y a pas qu'un consensus. Alors, il faut se demander quel consensus et quelle possibilité de le modifier. Et là, il y a quand même une force très importante aujourd'hui, toujours d'ailleurs, c'est justement une force qui, quelque part, qui empêche le débat. Tout le monde dit oui, il faut que cette crise soit une occasion de nous remettre en cause au niveau individuel et collectif, mais il y a aussi une force très très importante, et je pense que là les États, je ne parle pas uniquement de l'État belge, mais partout les États prennent le même discours en disant, premièrement, tous expliquent qu'ils ont très bien géré la crise, même en Belgique, on est quand même un des pays les plus affectés par la pandémie, le gouvernement explique qu'on a très bien géré la crise, et puis deuxièmement, ils expliquent que c'est le retour à la normale. Mais qu'est-ce que c'est la normale? C'est ça le consensus? C'est le retour à la normale? Non, la normale, c'est une normale très différente. Pour les personnes qui ont eu le luxe, comme c'est mon cas, de pouvoir travailler à distance, sans s'aller chez soi, et pour ceux qui ont dû aller travailler, de prendre des risques pendant la pandémie. La normale, c'est pas la même chose pour tout le monde. Et donc, ce qui est un consensus, c'est un consensus qui ne se décide pas seulement dans les parlements, etc. C'est aussi un système économique qui dépasse de loin la Belgique et l'Union européenne. Je dirais donc que cette contradiction, et bien sûr, ce qui est important, c'est tout à fait, je ne tout à fait rien là-dessus, sur l'importance de les gérer de manière démocratique. En même temps, est-ce qu'elles sont gérées de manière démocratique aujourd'hui? On voit quand même une concentration des richesses dans les mains de nombre de plus en plus réduit de personnes dans le monde. Mais alors, ces contradictions d'un côté, c'est très facile aussi, il faudrait éviter aussi de les rejeter sur le 0,1% les plus riches, c'est assez simple. Et là, je pense que bien sûr, j'aimerais revenir sur la question précédente, sur ces contradictions aussi au niveau individuel. Bien sûr, on peut parler de psychologique, mais je pense que c'est faux de penser que c'est seulement un problème psychologique, c'est aussi un enjeu collectif. Les mouvements sociaux d'aujourd'hui, ce qui sont si intéressants, c'est qu'ils ne sont pas seuls, ils sont collectifs, mais en même temps, ils traversent les individus. C'est trop simple, seulement du bon côté. Je dis encore une fois, il y a plein de monde tout le monde va dire oui, on veut un monde plus juste et plus écologique. Et en même temps, il y a des files devant les supermarchés, devant Ikea, un peu partout, où la consommation, c'est un peu l'idéal de la société aujourd'hui. Et donc, il y a quand même, c'est une majorité de personnes qui veulent ça. Donc, pensez que si on demande aux citoyens ce qu'on veut et ce qu'on veut vraiment, que ce sera un monde plus juste, plus égalitaire, avec moins de consommation, c'est pas si sûr.
Et on est tous dans ces contradictions. Et donc, dans ce sens-là, ça passe aussi par un questionnement personnel, mais qui est un enjeu à la fois personnel et collectif. Je prendrai un exemple en Belgique, très rapidement, sur la consommation. On a vu, notamment dans cette crise, un regain d'intérêt pour tous les systèmes qui existent depuis quelque temps déjà en Belgique de consommation alternative. Les marchés paysans, toute une série de réseaux qui permettent d'aliments directement chez les producteurs, ou en tout cas à des producteurs locaux, qui me paraît très important au niveau social, écologique, et social. Et donc, on a vu qu'ils ont bien plus de clients actuellement. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va durer? Est-ce que chacun va prendre le temps dans sa vie redevenue à peu près normale pour continuer à aller dans ces réseaux alternatifs? Et puis en même temps, faire attention, c'est un choix individuel, mais qui est permis par le fait qu'il y a des acteurs organisés, des acteurs collectifs qui ont mis en place. Et donc là aussi, encore une fois, ces réseaux qui sont importants, mais qui ne sont pas toujours les meilleurs pour aller faire du lobby auprès du gouvernement pour dire qu'il faut financer d'abord ça. Peut-être que les meilleurs lobbies pour trouver du financement du gouvernement, ce sont bien plus les acteurs établis, les acteurs économiques bien plus importants. Et donc là, il y a tout un système à repenser, et je ne dirais pas voir de manière contradictoire la politique institutionnelle avec la consommation et les enjeux individuels. Il faut voir à la fois la société civile organisée, les enjeux individuels, la politique et bien sûr aussi les enjeux économiques. Ce ne sont pas des batailles séparées. Ok, mais concrètement, si tu avais le génie qui sortait de la lampe et qui te donnait un levier, un élément sur lequel tu pouvais jouer pour favoriser une transformation, pour que le jour d'après ne soit pas un simple retour au jour d'avant. Si j'ai bien entendu Benjamin, sa priorité, ce serait de mettre en place des mécanismes de démocratie participative, de donner la voix aux citoyens, de permettre que c'est par là que le nouveau récit émergera. Toi, ce serait quoi alors, en étant le plus concret possible? S'il y a une leçon que je tirerais des mouvements sociaux des dernières années ou des demi-siècles même, c'est précisément qu'il ne faut pas opposer ces divers champs de bataille. Si on veut un changement social, il faut à la fois investir les actes de la vie quotidienne. Les mouvements sociaux, le changement, c'est pas un truc qui est très très loin, juste réservé à quelques grands mouvements de manifestation. Non, c'est ce qui se passe dans notre manière de consommer, de nous connecter aux autres, etc. Mais c'est aussi ce qui se passe dans la société civile organisée, et puis c'est aussi le politique institutionnel, c'est la participation. Et c'est tout cela en même temps. Je pense que c'est une erreur de dire qu'il faut… Mais tu serais Premier ministre. Que ferais-tu? Tu serais Premier ministre, quelle serait ta priorité alors? Je pense qu'il faut réinvestir bien sûr le politique, mais aussi ce dialogue à la société civile me paraît tout à fait essentiel. Maintenant, Premier ministre, ce n'est pas un poste de pouvoir et d'influence, mais il est aussi limité, qui est aussi pris dans une série d'enjeux. Et donc là, je dirais chacun son rôle, le rôle des citoyens, le rôle des politiques, donc il faut reconnaître l'importance et la limite, et puis je pense aussi des intellectuels qui ont aussi un rôle pour parfois questionner la société et les acteurs politiques, en sachant que c'est pas plus facile de le questionner que, en effet, de prendre des décisions dans des enjeux bien complexes. C'est pour ça que j'essayais de te faire basculer, justement. Je pense que les experts ont un rôle très important dans la gestion de cette crise. Et en même temps, je pense que les gens ont reconnu que les politiques ont à gérer des rapports d'experts, mais aussi avec bien d'autres enjeux économiques, politiques, etc. Donc, je dirais un peu là, chacun sa place. Il faut s'appuyer sur tous les leviers en même temps plutôt que de dire on va investir uniquement dans ces leviers. Okay. Ariane, tu avais voulu réagir aussi, oui. Mais finalement, en vous entendant, je me dis que tout le débat qu'on est en train d'avoir concerne la question de l'égalité. On tourne autour là. Donc, à la fois, on fait le constat que cette crise exacerbe des inégalités qui ne sont pas admissibles, parce que si on considère que tous les humains sont dignes et égaux en droit, ça doit vouloir dire qu'on ne peut pas constater de telles inégalités, que ce soit des inégalités économiques, que ce soit les inégalités entre les hommes et les femmes, que ce soit par rapport aux migrants. On voit bien que là, cette crise exacerbe toutes ces inégalités. Et donc, du coup, la question que tu poses, Laurent, de dire oui, mais puisqu'on voit que finalement, quand les dominés s'attaquent aux dominants, c'est toujours les dominants qui gagnent. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier le statu quo? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça du tout. C'est une position, finalement, un point de vue, mais je dis pas que c'est le tien, mais ce serait de dire ça, un point de vue situé du côté des privilèges, comme si on était des observateurs extérieurs à la situation, et alors on se demande, tiens, qu'est-ce qui nous permet de croire dans une alternative qui va fédérer? Mais je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas qu'est-ce qui nous permet de le croire, mais c'est qu'est-ce qui nous permet de faire ce changement? Parce que moi, je pense que cette crise… Et la réponse, c'est… comme un cri, je veux juste dire comme un cri de détresse. On a vu des situations qui ne sont pas acceptables dans une démocratie, et donc on ne doit pas se demander est-ce qu'on peut croire au changement, mais on doit se demander comment est-ce qu'on va faire ce changement. Et alors, donc pour moi, j'avais l'impression d'avoir déjà traversé des leviers d'égalité, que ce soit égalité redistributive, distributive, démocratique.
Mais je voulais. Oui, donc tu avais fixé des objectifs, donc il faudrait effectivement mettre en place une logique de justice redistributive. Mais comment est-ce que tu vas, c'est par le mouvement, mais effectivement, hein, tu avais déjà donné des éléments, c'est par la mobilisation sociale, par le rapport de force que tu penses qu'on va pouvoir permettre de mettre en place ces politiques-là. Ouais. Donc, il y a deux niveaux. Un exemple de mesure très concrète, là, c'est au niveau européen, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont aujourd'hui supranationaux, demander une taxe Corona qui permet de financer toutes ces dépenses-là et de faire participer les plus riches à la société proportionnellement. Voilà, ça, c'est une mesure concrète qui permettrait de répondre aux besoins et d'aller chercher l'argent là où il est. Donc, non seulement au niveau des entreprises, comme on l'a déjà dit, mais aussi des personnes qui sont les plus riches dans la société. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que réagir quand tu dis que toi, voilà, quand on parle de confrontation, d'affrontement, ça te fait peur. Je pense que c'est aussi des représentations idéologiques parce que j'ai pas dit que ça me faisait peur. J'ai dit que j'avais l'impression que ça pouvait être contre-productif. Et justement, je voulais donner les 3 exemples très actuels. Donc là, qu'on regarde les marches pour le climat qui ont eu lieu toute l'année passée avec les plus jeunes de la société, qu'on regarde le mouvement MeToo qui est international et qui réalise une grève des femmes qui nous paraissait, par exemple à moi, ancienne, féministe, tout à fait irréalisable il y a 10-15 ans, ou qu'on regarde maintenant le mouvement Black Lives Matter, pour moi, c'est ces mouvements sociaux qui changent profondément les cultures, parce que je pense qu'on pense les questions hommes-femmes ou les questions de racisme différemment grâce à ces mouvements, n'ont aucune raison de nous faire peur. Finalement, c'est des mobilisations internationales très larges qui changent le monde et la seule raison pour laquelle on pourrait en avoir peur, c'est que certains sont en train de perdre des privilèges, que ce soit des privilèges des hommes, que ce soit des privilèges des personnes blanches. Mais si on est vraiment pour une société plus égalitaire, alors je pense qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de ces mouvements. Et au contraire, il y a beaucoup de raisons de s'en réjouir, puisque même d'un point de vue politique, c'est très intéressant de voir à quel point ce sont des mouvements qui sont forts, qui sont internationaux et surtout qui se construisent sans leader en fait. Donc il n'y a pas de figure de leadership autour de ces mouvements, alors qu'ils sont en train de faire un travail culturel qui est vraiment fondamental. Et donc je pense que si on s'ancre dans les mouvements sociaux qui sont en train de se passer là maintenant devant nos yeux, ça doit nous enthousiasmer. Donc, aucun problème avec ça, mais ma question est un petit peu différente. Je vais la dire de manière extrêmement caricaturale. Comment faire en sorte que Ariane, Stanislas, vous deux, par exemple, soyez des alliés et pas des adversaires? Je le dis de manière un peu brutale. Hein, mais je vais répondre à ça. Je pense que la première étape, c'est qu'on soit bien informé et qu'on parle de la même chose. Voilà. Je remarque quand même que souvent dans les débats, on a chacun sa vision. Souvent, on a beaucoup d'informations et de raisons pour justifier cette vision, mais on ne parle pas de la même chose. Donc, ça, c'est la première chose. Quand on parle d'égalité, il faut qu'on comprenne bien ce que ça veut dire, quel est l'enjeu derrière. Quand on parle de relations entreprises, travailleurs, même chose. Et donc, est-ce qu'on parle bien de la même chose et est-ce qu'on est bien informé de la même manière? Je vais prendre un exemple que je trouve assez étonnant, ce qui est en train de se passer en France avec la mobilisation des 150 représentants qui travaillent sur une réflexion sur le climat. Ils sont au Conseil économique et social, ils ont fait un travail de 6 mois, 1 an, de 6 mois de réflexion. Ils ont d'abord, première étape, ils ont été informés. Ils ont reçu des avis d'experts différents d'un peu partout. Et c'est sur base de cette information qu'ils ont débattu, je pense que c'est le week-end dernier, et qu'ils ont pris certaines orientations et de suggestions de changement. Je pense qu'on aurait fait un grand référendum pour demander à chacun qu'est-ce que vous pensez faut-il limiter, oui ou non, la vitesse sur les autoroutes, mais on aurait eu des informations, des réactions qui étaient simplement émotionnelles, influencées par toutes sortes de débats, de lobbies, etc. Ici, on est parvenu à avoir une vraie réflexion avec des gens correctement informés et que chacun réagisse avec leur background et leurs orientations préférentielles, mais en tout cas, ils réagissent en étant informés. Ce dont moi je rêverais, c'est demain des personnalités politiques qui sont capables d'ouvrir un débat sur de long terme à la Chambre ou à d'autres lieux en collaboration avec la société civile et qu'on parle des mêmes enjeux et des mêmes choses en étant d'abord informés du contenu de ce qu'on met sur la table. Parce que sinon, on arrive à des solutions simplistes. J'entends et je suis bien entendu très très favorable à ce qu'on retrouve une société plus égalitaire et que demain l'avenir va être
un État social, mais c'est pas en coupant la tête des plus riches qu'on va demain créer cet État avec cette énergie, parce qu'une société fonctionne avec les énergies de tous les acteurs qui sont autour. Et une société progresse et crée de l'emploi et crée de la valeur. Et là, il faut encore définir ce qu'on veut comme valeur, parce que tout le monde est respecté et tout le monde est intégré. Donc, le grand soir dans lequel, au nom de l'égalité, on va remettre tout le monde à plat, ça ne va pas fonctionner. On va perdre toute l'énergie de la société. Donc, je pense que d'abord, s'informer, ouvrir le débat, et puis ensemble, et je suis très favorable à cette idée de coopération plutôt que de compétition, c'est ensemble qu'on va trouver une solution pour ce nouveau récit. Et j'aime bien le livre qui a été à l'époque publié par Pablo Servigne et Raphaël Stevens, je crois, et Gauthier Chapelle, sur, contrairement à ce qu'on pense, hein, la loi de la jungle, c'est pas la loi de la compétition, c'est la loi de la coopération. Donc, allons regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Merci beaucoup. Benjamin, donc au-delà effectivement de la mise en avant peut-être du rôle du citoyen et de l'appui peut-être pour justement transcender les conflits traditionnels, en faisant apparaître, surgir cet acteur finalement nouveau entre guillemets, même s'il a toujours été omniprésent qu'est le citoyen, mais en lui donnant une place plus importante. Est-ce qu'il y a un autre levier qui te paraîtrait essentiel à mettre en avant pour créer une dynamique de changement social? Je pense... Alors là, je suis peut-être pris un peu de court. Je pense des leviers peut-être assez classiques finalement, qui sont des leviers politiques. Ce qu'on attend d'ailleurs assez prochainement, une commission spéciale ou une commission d'enquête parlementaire qui permettra, si on fait le lien avec ce qui a pu se faire historiquement, donc au niveau strictement politique, d'adopter toute une série de réformes qui peuvent avoir des conséquences assez importantes dans l'avenir. Si on fait le parallèle avec l'affaire Dutroux en 1996, la commission d'enquête parlementaire avait permis l'adoption, en tout cas les conclusions de cette commission d'enquête avaient été prises en compte pour supprimer la gendarmerie, pour créer une police intégrée, pour créer des commissions de libération conditionnelle qui deviendront plus tard les tribunaux d'application des peines, donc qui ont réformé d'une certaine manière le paysage, notamment judiciaire en Belgique. Donc on peut très bien imaginer qu'ici aussi, on aura, en conséquence de tous ces travaux qui seront menés au niveau strictement politique, toute une série de réformes qui seront adoptées et qui auront une ampleur plus ou moins grande sur les différents aspects que nous avons évoqués. Mais à nouveau, le problème que nous rencontrons ici dans le cadre de cette crise, c'est qu'il n'y a pas une thématique ou un enjeu bien spécifique qui est pointé, notamment par toutes ces mobilisations citoyennes, pour y revenir, mais il y en a vraiment toute une série. On parle d'inégalité sociale, mais il y a aussi la question typiquement environnementale que l'on évoquait tout à l'heure et qui est généralement souvent intrinsèquement liée pendant cette période à la question plus sanitaire, à la question purement culturelle aussi que l'on peut évoquer, bien entendu. Donc, il y a toute une série de questions. Il faudra voir dans quelle mesure les réformes qui seront potentiellement adoptées dans la foulée de cet effort plutôt politique qui associera dans une certaine mesure les citoyens, nous le verrons bien entendu, ultérieurement, pourront effectivement avoir un impact concret pour la société. Alors un autre élément, mais sur le cadre sociopolitique belge, plus précisément, qui doit être familier justement, une des grandes différences, me semble-t-il, entre la situation de 2008 et la situation d'aujourd'hui dans le cadre belge, c'est l'état des partis traditionnels, donc qui sont devenus beaucoup plus faibles. Alors est-ce que c'est un facteur qui peut favoriser les choses ou est-ce que c'est plutôt un facteur qui va freiner le changement, pour avoir l'impression que justement tous les partis se sentant faibles, se sentant fragiles, ayant peur de perdre encore davantage, sont pour l'instant dans une situation où ils n'osent pas prendre des risques. Donc là, c'est plutôt un frein au changement. D'un autre côté, on pourrait se dire qu'à un moment donné, et je crois que Stanislas a fait une suggestion en ce sens-là, ils devraient se considérer comme des alliés objectifs dans une situation où justement, face à la montée du populisme, il ne s'agit plus de savoir dans les partis traditionnels, les partis de responsabilité, qui va prendre la part du gâteau la plus grande. Il s'agit de savoir ensemble quelle part du gâteau il va rester au parti traditionnel. Et donc, ils doivent aujourd'hui démontrer leur capacité d'action collective, s'ils veulent encore garder une crédibilité, s'ils veulent renouer la confiance avec les citoyens. Alors comment faire en sorte donc, finalement que la faiblesse des partis traditionnels devienne un moteur du changement plutôt que, comme peut-être encore le cas aujourd'hui, un frein au changement?
Alors effectivement, les partis traditionnels ont perdu une part électorale très importante, tous confondus d'ailleurs ces dernières années. Alors c'est pas non plus un phénomène tout à fait nouveau. Hein. Le Vlaams Belang aujourd'hui effectivement, d'après les sondages, serait le premier parti de Flandre si les élections avaient lieu aujourd'hui. N'oublions pas qu'en 2004, le Vlaams Belang était le deuxième parti de Flandre derrière le cartel CD&V-NVA 2004. Qui suivait de quelques années la crise, par exemple, de la dioxine en 1999, où là aussi on peut percevoir une forme, entre autres, hein, ce n'est pas le seul facteur explicatif, mais de sanctions électorales par rapport aux partis traditionnels et à leur manière de gérer la crise. Donc effectivement, c'est un point important que l'on peut souligner ici, mais je pense, sinon, une des explications à cette faiblesse ou à cette difficulté qu'ils peuvent rencontrer aujourd'hui, c'est justement et précisément le fait qu'il y a une urgence à gérer là maintenant tout de suite et cette nécessité, et je reviens un peu à ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais d'envisager les choses aussi dans le plus long terme, moyen, voire beaucoup plus long terme. Les choses ne sont pas nécessairement incompatibles, mais en tout cas, dans une certaine mesure, elles peuvent l'être quand même, et c'est vraiment là qu'il peut y avoir des difficultés beaucoup plus importantes qui apparaissent. Merci beaucoup. Mais peut-être que nous allons pouvoir faire un dernier tour pour conclure. En ayant, je pense que voilà, Sarah qui réapparaît, donc on va peut-être lui donner la parole une dernière fois. Et puis donc, je vais vous proposer de faire le mot de la fin à chacun d'entre vous. Sarah. Oui, voilà. Mais donc, voilà, je pense que vous avez un peu synthétisé l'ensemble des réflexions qui ont été mises dans la discussion aussi en dessous. Il y a quand même cette notion de considération du citoyen et d'implication du citoyen, et aussi comment faire pour ceux qui sont dans le besoin, qui doivent boucler les fins du mois, en quoi ces changements vont les aider et en quoi ces changements vont leur donner confiance en la politique et vont les rapprocher du politique. Et alors, nous avions un dernier sondage qui était: et vous, allez-vous changer vos habitudes pour changer demain? Oui, non, je ne sais pas. 100%, on dit oui. Donc voilà, c'est qu'à travers la crise sanitaire, ils ont trouvé d'autres opportunités, ils ont envie d'autres choses, et que donc il y a un système un changement qui est en cours. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Je voudrais conclure peut-être en vous relançant cette question, là, peut-être plus personnelle, qui justement, pour que demain ne soit pas un simple retour à hier, qu'est-ce que vous envisagez personnellement de faire? Peut-être Geoffrey pour commencer? Oui, moi je voudrais juste, avant de répondre à cette question, je voudrais juste revenir, je n'avais pas l'occasion d'intervenir dans la ronde précédente. Sur 2 points en fait, mais qui s'est fait. C'est la même question, sauf que c'est un peu moins personnel. Je pense que le levier très important qui vient d'être dit et que j'aimerais souligner d'abord, comme Stanislas l'a dit, je pense que c'est essentiel de parler des citoyens informés, de l'importance du débat public. Ariane a beaucoup parlé de l'importance de l'éducation permanente, c'est vraiment essentiel. Et là, c'est quand même différent, c'est pas simplement participation, c'est informer. Il ne faut pas oublier, et Benjamin vient de le rappeler, que si on demande à tous les citoyens ce qu'ils pensent, il y a quand même un succès très important des populistes, voire des racistes, en Belgique comme ailleurs, de l'extrême droite. Donc là, et si on demande généralement quel style de vie, qu'est-ce que vous voulez, il y a quand même pas mal de gens qui disent la voiture, la consommation, les vacances, une grosse maison. Donc il y a aussi quelque part là des limites de la démocratie, de vrais débats à avoir, et l'importance des citoyens informés. Et puis j'aimerais revenir aussi sur ce qu'Ariane a dit sur la centralité des inégalités aussi par rapport à ce débat. Et juste pour souligner que quand on parle des plus riches, c'est pas forcément les petits commerçants ou les autres. Je reprends un chiffre de Oxfam pour dire que 2153 milliardaires aujourd'hui se partagent plus de richesses que 60% de la population, 4,6 milliards. C'est à cette échelle-là qu'il faut voir les inégalités. C'est pas juste, c'est quand même, ils ont quand même bien trop d'argent de ce côté-là. Et le problème, c'est pas juste, c'est aussi que c'est une catastrophe environnementale parce que c'est de là que vient l'essentiel de la pollution, du changement climatique, de cette très petite partie de la population, 2000 personnes. C'est aussi inefficace au niveau économique parce que si l'argent est mieux réparti, c'est aussi une manière de relancer l'économie, c'est bien plus efficace. Et puis, je dirais surtout que c'est une catastrophe démocratique. Et c'est là qu'on est dans ce modèle-là aujourd'hui. On dit qu'il faut un consensus, mais c'est un consensus aujourd'hui où il y a une très grande influence politique d'une très petite partie de la population. Alors, de ces personnes-là, il y a aussi des lobbies. Et on va penser que c'est loin du coronavirus, mais pas du tout. Pendant l'épidémie, basé à Bruxelles, le Corporate Europe Observatory, l'Observatoire pour l'Europe des multinationales, en résumé, a sorti un rapport tout à fait passionnant. Il montre quoi?
que le principal lobby pharmaceutique au niveau européen, et donc ça se passe à Bruxelles, tout ça, pas loin de chez nous, a pesé pour faire en sorte que l'Union européenne ne finance pas, donc ça se passait en 2016, que l'Union européenne ne finance pas des recherches sur les mécanismes contre les coronavirus. Et donc, qui a fait ça? Ce sont les lobbies, c'est le principal lobby pharmaceutique qui l'a fait. Il y a des intérêts financiers derrière tout ça. Et donc, quand on dit que les inégalités, c'est quelque chose de déconnecté du coronavirus, ou qu'il faut voir l'efficacité plutôt que la participation, mais pas du tout. Aujourd'hui, les lobbies ont une influence bien plus grande que ce qu'on pense. Et ici, en l'occurrence, il y a un lien direct entre le coronavirus et le problème de cette crise et le point démesuré des lobbies et de ces quelques milliers de milliers. D'accord. C'est aussi contre ça qu'il faut lutter si on veut un monde différent. D'accord. Merci Geoffrey. Je poursuis avec Ariane. Écoutez, j'ai pas vraiment d'éléments à rajouter. Je suis contente en fait, je pense qu'il n'y a pas tellement de désaccord entre les différents intervenants. Et je dirais, pour conclure de mon point de vue, que je pense qu'il faut sortir d'une vision d'un fonctionnalisme un peu positif et que la société va changer, mais qu'elle va pas changer toute seule. Et que donc la question, c'est comment on la fait changer, dans quel sens on la fait changer et avec qui. Merci Ariane. Stanislas? Voilà. Mais j'ai peut-être, il y a d'abord une double prise de conscience qui est en train de se faire. C'est on vit dans un monde fini. Et donc, se dire qu'on a une croissance infinie, qu'on va tous avouer avec la croissance, là, on a la tête dans le mur et il est temps qu'on sorte la tête du sable pour se prendre connaissance de ça. Deux, la crise qu'on a vécue n'est pas qu'une crise sanitaire. Beaucoup de spécialistes et d'experts disent que cette crise du coronavirus est liée aussi à nos comportements, au changement climatique, à notre mépris par rapport à la nature. Donc attention, la crise qu'on aura, sans doute j'espère, va être rapidement derrière nous, mais il y en aura d'autres après. Donc on va devoir prendre conscience que aujourd'hui nous sommes liés à un certain nombre d'incertitudes et un certain nombre de risques liés notamment à notre comportement par rapport à la nature. Ça, c'est les aspects de constat. Deux, moi je suis très optimiste parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans le cadre de cette prise de conscience. Deux, je pense qu'il y a aujourd'hui, dans les mouvements politiques, il y a une jeune génération qui a envie de faire bouger les choses et qui veut du changement. Et ça existe aussi dans les mouvements politiques en Belgique. Merci beaucoup, Stanislas. Benjamin, peut-être un tout dernier mot? Alors, ce qui sera intéressant en tout cas à observer dans les prochaines semaines déjà et dans les prochains mois, c'est l'évolution des moyens d'action peut-être employés par les citoyens isolés ou rassemblés, puisque ces dernières semaines, on a quand même été confronté à une situation assez inédite de confinement qui ne permettait pas la mobilisation sociale de la manière la plus traditionnelle, je dirais. Donc, on a eu quand même toute une série d'initiatives très importantes. On a vu à l'étranger, en Espagne, en Italie notamment, souvent poussé par l'extrême droite, l'organisation de certaines manifestations au-delà des règles du lockdown pour s'opposer à la manière dont gèrent la crise les représentants, les pouvoirs publics, dirais-je. Mais on pourrait voir en Belgique des manières beaucoup plus légales aussi de procéder, et dans quelle mesure les citoyens vont continuer à se mobiliser par la suite, mais peut-être avec des moyens beaucoup plus classiques, voire plus originaux aussi, qui seraient permis par tout simplement le déconfinement tel qu'il se poursuit tout prochainement. Merci beaucoup. Mais en tout cas, la conviction à l'origine d'Il fera beau demain, c'était qu'il fallait changer de modèle, qu'il fallait réinventer un autre possible, qu'il fallait inventer une nouvelle conception du progrès, plus centrée sur l'idée de vivre mieux que de chercher à avoir collectivement toujours plus, centrée aussi donc autour d'une idée de rechercher davantage de qualité que de quantité, l'idée que le modèle sur lequel on avait bâti la société depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avait apporté sans doute beaucoup de prospérité, avait apporté un confort matériel sans précédent, mais qu'aujourd'hui, si on voulait poursuivre ce mouvement de progrès, il fallait justement quand même inventer un autre possible, que demain donc, que le jour d'après ne soit plus le même que le jour d'avant, qu'il ne fallait pas y en avoir peur, mais qu'au contraire, qu'il fallait se dire que c'était une opportunité de bâtir quelque chose de positif. Bon, je crois que cela demande effectivement de renouer le contact avec les citoyens, entre le politique et les citoyens, comme Benjamin notamment l'a mis en évidence. Cela demande de faire vivre le débat, de faire ce rôle d'éducation permanente, d'y participer, d'y contribuer. Je pense que la dimension participative du processus
justement, participe à cette ambition, mais également, in fine, l'objectif, ce sera de faire émerger un récit positif, en tout cas de contribuer à l'émergence d'un récit positif qui pourra fédérer, sans doute, effectivement, après un moment de conflictualité, mais à un moment donné, d'offrir un lieu, en tout cas un discours susceptible de fédérer, de recréer du consensus. C'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire progressivement autour de ces 13 débats confinés. Je voudrais vous remercier tous ceux qui nous ont suivis tout au long de ces semaines, remercier Sarah, remercier Damien, remercier Charlotte, remercier toute l'équipe qui était derrière, qui avait permis tous ces rendez-vous. On va arrêter cette formule du mercredi soir pour pouvoir profiter de l'été, pour pouvoir profiter maintenant de la réalité de plus en plus forte du déconfinement. Mais ça a été vraiment un plaisir, ça a été une source d'enrichissement personnel aussi de pouvoir animer ces 13 mercredis. Le processus continue, comme je l'ai annoncé, il continuera donc à travers ce challenge de l'été d'abord, il continuera à travers l'opération Parler en vrai, il continuera à travers de nouveaux débats autour de propositions que l'on aura sorti des synthèses de ce que vous nous aurez mis sur la plateforme. Et donc, il vous reste en tout cas jusqu'au 30 juin pour aller déposer de nouvelles propositions, pour aller voter. Merci à vous, merci à tous ceux qui l'ont fait. Continuez à faire vivre ce processus. Donnez-nous votre avis, ça nous permettra d'en tenir compte. Merci et au revoir à toutes et à tous.